Un nouveau numéro de votre magazine Élite congolaise, le rendez-vous juvénile sur vos écrans. Madame et messieurs, chers camarades, vous qui avez l'habitude de nous suivre, bonjour et bienvenue. Sur ce plateau, nous parlerons aujourd'hui le bien vivre ensemble chez l'élève, comment lutter contre les discriminations. Sur ce plateau, nous avons la représentation de 3 écoles. Nous avons Institut national pour aveugles de la Gombe, nous avons complexe scolaire Elika 1 de Lemba. Voilà, les 2 écoles sont représentées par les amis à qui j'ai dit déjà bonjour. Ça, c'est lui, c'est un habitué de la télé. Bonjour, GFT. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. En tout cas, aujourd'hui, nous parlerons de la discrimination, mais le public voudra bien te connaître. La classe est l'option. Je réponds au nom de GFT Bonianga, élève de... Tiens le micro. Je réponds au nom de GFT Bonianga, élève de la 3e année des humanités pédagogiques à l'Institut de la Gombe pour aveugles. Très bien. À ma droite, j'ai encore un autre camarade. Lui, son visage me semble nouveau pour cette participation. Bonjour, cher ami. Bonjour. Voilà, tu peux te présenter. Je réponds au nom de Moubier Colin Aristote, élève de l'Institut à Gombe pour aveugles en 2e des humanités pédagogiques. Voilà, déjà 2 pédagogues sur ce plateau, mais il nous reste encore un autre camarade. Lui aussi, c'est un habitué de cette émission. Il s'appelle Nathan Cogné. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, compte tenu de tes statistiques, on se souvient que tu étais censé déjà obtenir ton diplôme d'État. Oui, effectivement, j'ai déjà décroché mon diplôme d'État et j'ai l'honneur de représenter encore mon école pour une fois, vu que je peux encore commencer l'université. Voilà. Surtout que nous sommes encore pendant les vacances. Ça signifie que l'année n'a pas totalement fini. Ok, je veux dire ça. Très bien, bienvenue à ces nouveaux numéros. Merci. Alors, je reste avec toi pour commencer cette première question. Vous savez, nous sommes en train de parler de la discrimination, les bien vivre ensemble chez l'élève. Nous en avons encore besoin. La discrimination est déjà condamnée parce que c'est le fait de défavoriser les uns compte tenu de leur ethnie, âge et puis état physique. Alors, dans une même école où il y a des différents types de personnes, il y a tout le monde a son état, tout ça, et il y a des enseignements qui doivent être adaptés selon le niveau de tout le monde. Alors, en tant qu'élève, si ce n'est pas dans ton école, peut-être ailleurs, tu as sûrement des informations. Comment sévit la cohabitation en rapport à l'état de santé de tout et chacun? Comment se passe également la vie ailleurs? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais répondre de manière si simple et précise. Oui. C'est que la cohabitation, premièrement, des élèves dépend de l'éducation. Oui. De l'éducation dont l'école donne fournie. Oui. Et lorsqu'il n'y a pas la sensibilisation, qui n'est rien d'autre, la prise de conscience, souvent il y a de mécontentement que nous voyons tous, des incompréhensions, voire même des moqueries la paire. Oui. Donc c'est ça. Et les élèves, souvent de l'enseignement ordinaire, évitent les élèves de l'enseignement spécial par ignorance. Par ignorance, et c'est que je j'aimerais encore beaucoup plus à rajouter sur ça, j'aime beaucoup plus souvent dans les activités culturelles. Donc, nous avons souvent des choses qu'on se réunit, ce qui est un peu commun. Nous avons souvent du football, la musique, le théâtre. Donc là-bas, nous remarquons que la cohabitation des élèves est normale. Donc c'est un peu ce que je dirais. Mais par rapport à hier aussi, dans la société, c'est pareil. Donc, sans contact, il y a la paix. Mais avec contact, avec la présence physique, il y a le respect, c'est ça. Sans contact, il y a la peur, mais avec le respect. Avec la présence physique, il y a le respect. Alors, on va écouter un peu Aristote pendant que j'étais en train de récupérer le micro. Aristote, dis-nous un peu, toi qui étudies à l'INAV, on rappelle que l'INAV, c'est l'Institut national pour aveugles. Ouais. C'est-à-dire, vous étudiez dans une école où il y a les personnes voyantes et non voyantes. Exactement. Et toi, tu te retrouves dans quelle catégorie? Bon, moi, je suis malvoyant. Malvoyant. Oui. Ah, ok. Donc, la vue n'est pas vraiment très Exactement. visible. Ok. Oui. Explique-nous un peu comment se passe la cohabitation chez vous, cher ami. Bon, chez nous à l'école, tout est normal. Nous sommes mélangés avec les élèves voyants et les élèves non-voyants. Donc, tout est normal. Les tout malvoyants, se passe... les non-voyants malvoyants, et les oui. voyants. Voilà. Oui. Tout se passe vraiment normalement. Il y a l'ambiance, il y a la cohabitation et voilà. C'est ça. Ah, d'accord, c'est déjà un point très positif à signaler. Alors, nous retournons un peu du côté de notre camarade Jefté qui nous épate un peu avec un accoutrement un peu différent. Jefté, tu es élève, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Mais pourquoi tu n'es pas en uniforme?
Bon, en tout cas, bien que vu que nous sommes à vacances et voilà pourquoi j'ai porté une chemise noire aujourd'hui. Super. Alors, toi, si tu es de l'INAV, Oui, je suis de l'INAV. voilà, chez vous, il y a deux types d'enseignement. Il y a un enseignement ordinaire et il y a également l'enseignement spécialisé qui est basé sur l'écriture braille. Euh, Oui. voilà, c'est pour les aveugles, c'est les personnes non-voyantes. Voilà. Alors, comment se passe l'ambiance chez vous? Habitation, vous êtes deux catégories. Donc, il y a ceux-là qui voient et ceux qui ne voient pas. Alors, la cohabitation, explique-nous un peu comment ça se passe chez vous. Ok. Merci beaucoup. Je suis ravi, surtout pour cette très belle question. Alors, en tout cas, la cohabitation, comme venait de le dire, cher ami, la cohabitation se passe très bien, surtout dans l'ensemble. Mais déjà, on doit savoir que bien que ce soit ainsi, mais les petites erreurs ne manquent toujours pas. Ok. Alors, je pense qu'il y a ceux-là aussi, il y a des voyants, Oui. donc autrement dit des valides, qui souvent discriminent aussi leurs amis non-voyants juste à cause de leur état. Mais il y a également ceux-là, donc les élèves non-voyants qui se discriminent également eux-mêmes, qui n'aiment pas aussi approcher des amis voyants. Alors, ils oublient que l'effet de cohabiter, prenons par exemple un élève non-voyant, premièrement, va développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Ok. Parce que souvent, pourquoi j'ai dit cela? Les voyants tels qu'ils sont là, eux pensent que non, être en situation de handicap n'est synonyme de ne rien faire. Alors, un non-voyant tel qu'il est là, il sera soucieux. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me qualifie de telle manière? Il va développer la confiance en soi du fait qu'il se voit. Ah, j'ai fait plus de pourcentage qu'un voyant. Je suis capable de faire ceci. Donc, ça développe aussi des capacités intellectuelles. Or, c'est aussi l'autre. C'est les valides, ça va aussi développer chez lui l'esprit d'empathie, la Très bien. compréhension, le respect, les vivre ensemble. Et voilà pourquoi la cohabitation aussi c'est bien. Donc c'est positif, parfois aussi négatif. Voilà. Super. Mais je préfère que tu restes encore avec les micros parce que on doit directement passer à la deuxième question. On remarque les associations, les albinos. On voit des associations, vous pouvez voir un siège, on vous dit que ça c'est un bureau ou c'est une association des albinos. On voit des orchestres des personnes non-voyantes, donc un orchestre qui n'est composé que de personnes non-voyantes. On voit aussi des ateliers de couture où on peut voir que des sourds-muets. Vous voyez? Alors, dans ces sujets où on parle de discrimination, alors à ces niveaux, c'est une autodiscrimination, automarginalisation, c'est un complexe parce que j'ai un handicap ou c'est une victimisation ou une discrimination tout court. Comment tu peux classifier ça lorsqu'on voit des associations? Les gens se regroupent entre eux selon leurs états. Bon, déjà, dire que c'est une discrimination ou non, en tout cas, je n'en serais vraiment pas pour. Parce que là, pour dire que c'est une discrimination, il faudra voir d'abord l'objectif de chaque association. Ok. Parce qu'il y a ces associations qui cherchent peut-être à favoriser des talents. Prenons par exemple une ASBL pour aveugles. Oui. C'est une association composée des aveugles. Oui. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de promouvoir les talents qu'ont les personnes non-voyantes. Pourquoi? C'est suite à ce que disent des gens. C'est suite à des stéréotypes et voilà pourquoi ils ont décidé de faire ainsi. Alors, quant à ceux, ce n'est pas vraiment une discrimination. Mais lorsque les aveugles ou les albinos décident de créer une association pour dire que non, on va faire ceci pour tel objectif et non pour promouvoir des talents, mais juste composer, soit créer une association pour une catégorie bien spécifiée. À ce moment-là, ça devient une discrimination. Mais lorsqu'il faut promouvoir un talent quelconque afin que ce talent soit promu, ça peut aussi aider aussi les valides, ça peut aussi faire quelque chose dans le monde. Ce n'est pas une discrimination. Voilà ce que je peux dire quant à cette question. Je prends Aristote en attendant que Nathan se prépare. Aristote, dans ça, lorsque les gens se regroupent, peu importe les explications fournies par notre ami Jephté, est-ce que ne vois-tu pas qu'il y a quand même une sorte de se victimiser, de se voir plus c'est nous qui subissons, c'est nous qui devons être loin des autres? Est-ce que tu ne vois pas que c'est une auto-marginalisation par rapport à tout ça quand les gens, par leur catégorie, se créent des groupes? Bon, moi je pense que
si je dois mettre quelques mots dans cette question, Oui. je dirais c'est bon en quelque sorte, c'est aussi mauvais en quelque sorte. C'est bon, comme a dit GFT, c'est Ok. bon quand ces gens-là fait pour promouvoir un talent quelconque, pour montrer aux personnes valides que les personnes peut-être albinos, les personnes vivant avec handicap visuel sont aussi capables de faire ceci, faire cela. Ok. Mais ça devient mal quand ce n'est pas pour montrer un talent quelconque, c'est juste pour dire que non, les valides nous discriminent, nous sommes les personnes non-voyantes, nous devons être juste dans un endroit où il n'y a que des personnes non-voyantes. Donc voilà. Hmm. Les explications sont claires, mais Nathan n'a pas encore parlé, on peut l'entendre et on saura en tirer un profit. Vas-y. Juste pour accompagner l'idée de mes collègues qui viennent Oui. parler tout à l'heure, Mhm. j'aimerais bien parler sur deux facettes. Ok. D'un point de vue positif, je parlerai surtout sur la solidarité. Mhm. Ces genres d'associations souvent naissent parce qu'ils sont marginalisés, donc mis à l'écart, mis en large, suite à leurs handicaps et tout. Donc, ils se regroupent juste pour créer un espace, un périmètre, travailler sur un métier du genre pour bien survivre. Et de mon point de vue négatif, c'est la conséquence de la discrimination. Pourquoi? Parce que si ce genre de société existe, c'est parce que de personnes, souvent handicap, ne sont pas admis ou ne sont pas genre acceptés souvent dans des sociétés de personnes normaux, dans des ateliers de personnes normaux ainsi que dans des orchestres de personnes normaux. Donc, ne sont pas pris dans ce genre de contexte. Et donc, là, on voit que c'est la société qui discrimine en privé. Et de personnes qui ont subi la discrimination, qui ont été marginalisées, se regroupent juste pour survivre. Donc, c'est ça. Donc, c'est regroupé pour survivre, c'est une manière aussi de lutter contre cette discrimination. Ne vois-tu pas que lorsque une personne valide cherche à atteindre, à intégrer ces groupes et qu'il n'est pas aussi pris parce que laissez-nous vivre entre nous, tu ne vois pas qu'ils sont par contre en train d'encourager cette discrimination, cher ami? Oui, je pourrais dire ça. Bon, leur but final, lorsque les personnes qui ont connu la marginalisation veulent se mettre à côté, leur but final, c'est de ne pas être discriminé, donc de lutter contre la discrimination. Mais moi, personnellement, je suis contre ça. Même des personnes handicapées sont des personnes. Nous sommes tous des humains. Tu es contre quoi? La création de ces groupes, de ces genres de groupes, ou tu veux nous dire que tu es contre la discrimination tout court? Je suis contre la discrimination. Voilà. Mais Aristote, tu reprends un peu les micros, dis-nous. Quand l'ami dit le fait que les gens sont discriminés, voilà pourquoi ils créent des groupes. Maintenant, moi, je vais rebondir encore sur la même question. Tu ne penses pas que ça peut encore favoriser par contre la discrimination? Parce qu'en créant le groupe, on s'est dit, nous pouvons vivre entre nous, on se désolidarise des autres. Ne vois-tu pas? Bon, moi, je pense que ce n'est pas vraiment une raison valable pour... si on a subi la discrimination, cela ne veut pas dire que nous devons créer des groupes qui rassemblent seulement les personnes non-voyantes, peut-être les personnes albinos, non. Nous devons sensibiliser par peut-être démontrer quelque chose. Comme on dit, les personnes aveugles sont capables. Capables de faire quoi? Nous devons montrer ce qu'on est capable, de ce qu'on est capable. Par exemple, à l'école, tu es capable de sortir premier parmi plus de 30 ou 35 voyants. C'est déjà l'acte de sensibilisation. Donc voilà. Jefté, qu'en dis-tu? En tout cas, bon, de toutes les façons, je pense que je ne serais pas vraiment contre la création de ces groupes, comme venaient de le dire les amis. Alors, ça devient négatif lorsque vous créez juste ces groupes pour faire face aux valides, pour dire que non, voilà, ceux-ci nous discriminent et voilà pourquoi nous voulons créer notre groupe pour faire ceci ou faire cela. Mais lorsque vous créez les groupes tels que venait de le dire Colin, pour sensibiliser, pour montrer aux valides que non, nous avons créé ces groupes pour faire en sorte que certains stéréotypes ne soient plus, pour essayer d'élucider quelque chose, pour essayer d'éliminer un peu les équivoques qui sont chez les personnes valides. Là, ça devient un peu
un peu positif. Vous voyez, en créant ces groupes, en sensibilisant, un valide aussi peut être aussi intéressé et il peut dire aussi que non, voilà, je me suis senti intéressé et je veux intégrer maintenant les groupes de ces handicapés. Vous voyez, dans cette phase-là, ça devient un peu plus positif. Tu as les micros, on continue. Disons-nous maintenant les choses au clair, parce que il peut y avoir quelqu'un qui suit, ne comprend pas, mais où est-ce qu'on vous discrimine, mais on vous voit un peu partout, dans tous les secteurs de la vie. Maintenant, avec ton savoir-faire, GFT, avec ta propre expérience, peut-on savoir les actes qui occasionnent la discrimination par rapport à tes observations que tu as déjà faites? D'accord. Déjà, j'entends souvent parler, moi-même aussi, je suis un sensibilisateur sur le phénomène de la non-discrimination. Il y a beaucoup, en tout cas, tant de sortes de discriminations. J'entends souvent, il y a d'autres qui parlent de la discrimination sexuelle, plusieurs sortes de discrimination. Mais ils oublient souvent qu'il y a ce qu'on appelle aussi la discrimination silencieuse. Parfois aussi, ça se voit. Prenons par exemple, dans des églises ou partout, dans des endroits, vous verrez un handicapé avec son guide qui viennent pour chercher peut-être un truc. Alors, il toque la porte, toc, 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 la personne sort. Au lieu de s'adresser à la personne handicapée, lui ne va pas s'adresser à cette personne, il va s'adresser à la personne qui est en train de guider. Déjà, c'est une discrimination. C'est une discrimination inconsciente. C'est un manque de considération. Déjà, en le faisant, c'est une forme de discrimination. Vous voyez? C'est déjà une discrimination. Alors, c'est que ça aussi, ça peut occasionner aussi une sorte de discrimination. Pourquoi? Juste, au lieu de parler directement à la personne, mais vous ne voulez pas, vous parlez indirectement à cette personne. C'est un acte occasionnant la discrimination. Pour ne pas vraiment monopoliser la parole, je pense que j'y reviendrai possiblement. On écoute Aristote. Aristote, si tu peux ajouter quelques-uns, les actes. Ok, déjà, on a la discrimination familiale au niveau de la famille. Oh là là. Ça peut être une maman qui met qui a 2 ou 3 enfants, mais il dit peut-être par exemple X n'est pas intelligent, n'est pas ceci, n'est pas cela, sans pourtant connaître si réellement l'enfant est intelligent. C'est déjà la discrimination. Je prends encore un autre exemple à l'école. Je viens dans une école des voyants. On est là, on m'a inscrit. Juste mon premier arrivé à l'école, les gens s'écartent directement, les gens... Donc, mais les gens me prennent comme si j'étais nul et tout. C'est déjà la discrimination. Donc, le fait de s'éloigner automatiquement, ça constitue déjà une discrimination. Exactement. C'est que les pratiques doivent déjà en tenir compte. Mais avant mon commentaire, j'aimerais qu'on écoute aussi Nathan Kouengé. À toi la parole. J'aimerais bien parler de la discrimination inconsciente. Donc, ce sont des choses qui occasionnent la discrimination que souvent des personnes font sans le savoir. Je parlerai bien surtout de la pitié. Vous aidez Vous aidez une personne par pitié, sans lui demander, sans son consentement. Mais vous commettez un très bon geste d'aider la personne. Mais la manière ou la façon la personne encaisse, la manière où la personne l'aperçoit, donc si cela lui offense, lui fait du mal, c'est déjà la discrimination. De même, les surnoms. Vous surnommez une personne sur base du défaut. Là, il est handicapé. Donc, c'est réel, il est comme ça. Mais le fait pour vous de les surnommer, si cela lui fait du mal, lui offense, c'est déjà la discrimination. Et voire même des blagues, si vous blaguez avec une personne. Donc, ce sont des actes qui occasionnent la discrimination. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter. C'est qu'on ne les fait pas par méchanceté, on ne les fait pas par colère, mais juste que cela blesse, lorsque ça offense la personne, c'est déjà la discrimination, voilà. Par ignorance, par inconscience, comme je te l'avais dit, la discrimination silencieuse. Alors, comme aussi on nous a parlé dans la construction, nous voyons des immeubles, mais les gens ne prévoient pas l'espace où on peut avoir l'accès facile pour les personnes à chaise roulante, par exemple. C'est déjà aussi une discrimination. C'est la discrimination. Donc, le fait de vouloir, de penser que ce sont seulement les personnes
valides qui peuvent avoir. Tu sais, ici, c'est aussi une discrimination silencieuse. Sans le savoir, vous faites une discrimination. Donc, pensez-y parce qu'on appelle ça l'inclusion sociale. Là, c'est juste un petit mot que j'ai ajouté. Mais sinon, nous sommes aussi frustrés quelque part lorsqu'on attend, on nous signale que dans cet atelier de couture, là-bas, les propriétaires, les responsables ne recrutent que les sourds-muets comme lui. Ah là, ça dérange. Alors, à ce niveau, on aimerait bien savoir, ce sont les chances qui ne sont pas égales ou il se pose un problème de compétence. Lorsqu'on voit une personne vivant avec handicap, n'accepte que la personne de son état. Et une personne valide n'accepte que la personne de son état. Ce sont les problèmes des chances ou les compétences. À toi la parole. Je dirais les deux. Les deux. Oui, mais je m'inclinerais beaucoup plus sur les chances. Parce que prenons l'exemple, par exemple, d'une personne en muet. C'est une personne qui ne parle pas. Oui. Il peut avoir la connaissance, il peut attendre les paroxysmes de son intelligence. Mais si on ne lui donne pas la chance là d'exprimer ce qu'il sait, son savoir-faire, à travers un interprète qui peut traduire déjà le fait des signaux, qui peut traduire des langages de sourds ou de personnes muettes, cela ne sert à rien. Donc, ce qui compte beaucoup plus, c'est les chances. Et un très bon message, conseil que je passerai aux recruteurs ainsi qu'aux décideurs, c'est de ne pas dire que je ne peux pas, mais de choisir quelque chose qu'on peut. Donc, choisir quelque chose que tu peux, que tu auras la capacité, que tu auras la maîtrise de le faire. Donc, c'est un peu ça. Merci. Aristote, tu peux un peu, je ne sais pas, contredire, appuyer ou nous dire quelque chose quant à ce. Bon, moi je dirais, si par exemple une personne valide refuse une personne aveugle peut-être dans son entreprise, c'est parce que la personne qui embauche n'est pas informée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les personnes aveugles ne sont pas compétentes. Donc, suite à tous ces préjugés-là, c'est pour cela, c'est lui qui embauche dit directement que non, je ne peux pas embaucher une personne aveugle dans mon entreprise parce qu'il n'est pas compétent. Donc là, ça donne directement, comment dirais-je, même si je viens chez vous, par exemple, chercher le travail, vous pouvez me tester, mais comme une grande partie des gens disent que les personnes aveugles ne sont pas compétentes, la chose là restera toujours dans votre tête. Donc c'est ça, ce sont des préjugés. Ok. Nathan, par rapport à l'intervention d'Aristote, qu'est-ce que tu voulais ajouter? J'aimerais bien accompagner juste l'idée de l'ami à propos de ce qu'il vient de parler tout à l'heure. Ouais. Donc, on peut prendre l'exemple d'une personne aveugle, mais qui est excellent, par exemple en histoire. Et on lui remet de fait des divers cours au cours de l'examen sans la braille, vous voyez, votre écriture là. On le traitera d'incompétent. Donc, aussi longtemps qu'il n'est pas incompétent, il est compétent. C'est juste qu'il n'a pas pris cette chance-là d'exprimer ce qu'il sait faire. Donc, je conseillerais beaucoup plus à donner à des personnes, souvent handicap et tout, des chances de prouver ce qu'ils savent faire. Parce que les compétences, c'est aussi important. C'est ce qui pose aussi problème de deux, mais je m'inclinerai beaucoup plus sur les chances. Merci. Alors, Jefté, dis-nous un peu plus. Les chances, ce sont les chances qui ne sont pas égales ou c'est posé un problème de compétence? À toi la parole. Bon, je reviendrai toujours à ce que nous sommes en train de parler, vraiment à notre grand thème. Vous savez, on peut parler des chances ou des compétences, non. Mais parfois aussi, ce sont les réalités qui posent aussi problème. Prenons par exemple, dans une entreprise, comme venait de le dire mon frère Colin, ce ne sont pas seulement des personnes handicapées qui subissent de tels problèmes. On peut être compétent, on sait mieux faire, que l'on soit voyant et que l'on soit aussi ou handicapé ou non. Bon, je pense qu'on peut toujours subir les mêmes problèmes-là. Alors, les deux posent problème. Parfois, la chance aussi peut poser problème parce qu'il y a ceux-là qui naissent aussi avec de malchance. Mais oui. En tout cas, sur ce point, je suis bien clair. Alors, parlons un peu de la compétence. Déjà, ici, en RDC, chez nous, en tout cas, je vais dire que les compétences ne sont pas vraiment favorisées.
Parce que si les compétences étaient favorisées, on devrait voir aussi des personnes handicapées et d'autres personnes aussi valides devraient être engagées. Jephté Bounianga, faute de temps, je te prends directement en mot. La compétence n'est pas parfois prise vraiment en compte. Oui. Alors, en face de deux compétences égales, deux personnes de différentes catégories, dont l'une est non-voyante, de ton état, j'allais préciser, et l'autre est valide. Mais les deux ont la même compétence. Qui mériterait plus être à tes côtés s'il faudra faire un choix? À toi la parole. Les deux personnes, Oui, même compétence. même compétence. Dont l'une est de ta catégorie, l'autre ne l'est pas. Bon, bien qu'ils aient les mêmes compétences, mais on doit savoir que entre les bons, il y a toujours celui qui est meilleur. Ok. Alors, bien que ça, moi je pense que je vais utiliser ce qu'on appelle en psychologie la méthode des tests. Il faudra toujours tester pour voir qui est plus que l'autre pour savoir ce qu'on peut faire. Voilà. Aristote Moubicolin, dis-nous un peu, deux compétences égales, mais l'une est de ta catégorie, l'autre non. Aristote favoriserait qui, mettrait qui dans son côté? Bon, là, si le choix est de prendre une seule personne, je vais faire les tests. C'est lui qui gagnera, c'est la personne qui obtiendra les postes. Dans le malvoyant, qui ne peut pas se dire que non, celui-ci est de ma catégorie, je dois être très à l'aise, certainement, j'ai trouvé l'embauche. Il ne peut pas compter sur toi. Non, là, c'est favoriser aussi une autre chose. Oui. Si on a des personnes compétentes qui sont des catégories, nous devons passer au test. Ok. Donc voilà. Il n'y aura pas de gens favorisés. Allez, Nathan, je vois, j'étais en train de demander la parole, mais chute d'abord et puis on lui accordera. Bon, moi, je choisirais une personne qui m'apporte une vision différente, premièrement. Ok. Qui m'apporte une vision différente parce que la diversité fait parfois la force. Et ce que j'aimerais encore ajouter, j'aimerais bien choisir la personne qui a le meilleur note, le meilleur résultat et qui a la meilleure attitude. Donc, qui m'apporte une vision différente. Exactement. Parce que si on choisit seulement si on désire de choisir des personnes sur notre catégorie, on risque de créer des établissements, des entreprises, diviser des pays, voire même diviser, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai choisi la personne qui m'apporte une vision différente. J'ai choisi la personne qui a la meilleure attitude et qui a les meilleures notes. Voilà. On va chuter avec Jephté. Je crois qu'il avait demandé la parole parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, je pense que je dois dire un truc. En tout cas, je serai vraiment impartial. Ok. Même chez les handicapés, il y a aussi de telles discriminations. Mais j'aimerais marteler sur une chose. Il y a ce qu'on appelle l'aristocratie, la kakistocratie. Maintenant, il ne faudrait surtout pas vouloir favoriser la kakistocratie. Donc, il veut dire travailler seulement avec tes amis. Parce qu'il est ton ami, il faut chercher à l'employer. Non. On peut, par exemple, je prends par exemple, on veut engager, par exemple, des personnes handicapées. Moi, je suis une personne aveugle. C'est moi qui dois dresser cette liste. Je dois chercher des personnes compétentes. Je vois que Moubié Colin, c'est mon ami, mais il n'a pas vraiment des compétences requises par rapport à l'autre ami qui est sourde. À l'autre personne qui est sourde. J'engage Moubié. Or, après cette liste, on devrait encore engager d'autres personnes. Dites-moi, après que j'ai engagé Moubié, après qu'on ait aussi observé quoi? Les résultats. Si nos résultats sont négatifs, juste pour avoir engagé Moubié, est-ce que si on devrait faire quoi? Prolonger, soit rajouter la liste des personnes handicapées, est-ce qu'on allait encore le faire? Non. Parce qu'on n'aura pas confiance d'eux. Jephté Bounianga, très 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 belle intervention. Les temps vraiment nous est imparti, alors nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Avant de nous séparer, retenez un peu ces petits rappels. Nous disons la loi organique relative aux personnes vivant avec handicap protège et promeut le droit des personnes handicapées en interdisant toute discrimination liée au handicap dans l'emploi ou dans la vie publique. Alors, certaines lois, pour pouvoir le respecter, on a juste besoin de la simplicité. Vous savez, on dit, la grandeur est cachée, donc la simplicité. Or, pour pouvoir
Appliquer la simplicité, ça demande juste de l'humilité. On en a besoin. Dans la société, on a besoin de tous. La solidarité rend une communauté encore beaucoup plus forte. Madame et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux de nous suivre. Restez toujours penchés sur notre chaîne. On va se retrouver prochainement à la même heure sur la même chaîne, surtout avec la même bonne humeur. Au revoir.